Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la coopération bénino-française. Le président béninois Boni Yayi est en visite à Paris en France ce mardi. Retour sur les enjeux de ce déplacement dans ce journal. Côte d'Ivoire, l'Académie des sciences, des arts et cultures d'Afrique et de la diaspora sensibilise la population et les leaders religieux pour favoriser des élections apaisées en octobre 2015. Elle s'est notamment rendue à Abobo, une commune d'Abidjan. La communauté de développement d'Afrique australe discute actuellement au Botswana autour de la grave crise alimentaire qui menace la région. Illustration du cas du Mozambique qui a mis en place un programme de lutte contre la malnutrition. Le président béninois Boni Yayi, reçu à l'Elysée par son homologue français François Hollande ce mardi 18 août. Au menu des discussions entre les deux chefs d'État, l'organisation et les enjeux de la conférence mondiale sur le climat COP21. On fait le point avec Mohamed Othman Mernissi et Ibrahim Ndiaye. La conférence mondiale sur le climat COP21 se prépare, prévue du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris en France. Ce rendez-vous devrait apporter des réponses aux conséquences du réchauffement climatique. L'Afrique subit également les effets du dérèglement climatique, ce qui inquiète les pères africains. Parmi eux, le président Boni Yayi, le chef d'État béninois, a été reçu ce mardi 18 août à l'Elysée par son homologue français François Hollande. Une rencontre qui rentre dans le cadre de la préparation et l'organisation de Paris Climat 2015. On ne peut pas ne pas en parler parce que nous, en ce qui concerne l'Afrique, nous souffrons énormément. Et tout le monde souffre, toute la planète souffre, la maison planète est malade. Et je suis venu transmettre les félicitations de mes chers collègues au président qui a pris ce dossier en main et le rassurer de la disponibilité totale de tout un continent à faire en sorte que cette conférence Paris 15 soit véritablement une réussite. Pour autant que par notre espoir, aujourd'hui, nous pensons que pour nous, ça va être certainement la réunion de la dernière chance. C'est-à-dire que pour l'Afrique, que les pollueurs puissent prendre leurs responsabilités, et tout le monde d'abord, que les pollueurs puissent prendre leurs responsabilités. Et que nous autres, naturellement, nous avons besoin de régler la question de l'adaptation. Notre adaptation, notre agriculture, nos activités économiques. Face à l'urgence, les États doivent apporter des moyens techniques et financiers importants. Plus de 2 milliards de dollars par an seraient nécessaires pour répondre au réchauffement climatique. Notre contribution est déjà arrivée. Il y a 5 pays africains qui ont déjà contribué, dont le Bénin. Et pour vous dire que nous prenons au sérieux cette question. Parce que si vous allez au Bénin, c'est la partie septentrionale de notre pays. Il ne pleut pas. La sécheresse. Nous faisons partie de ce carré de pays qui est exportateur de producteurs et exportateur de coton. Eh bien, la production chute, et toutes nos productions chutent. L'érosion côtière est un défi. Alors, vous voyez, je suis venu dire au président, franchement, qu'il a l'appui de tout un continent. Cette 21e conférence sur les changements climatiques devrait par ailleurs permettre la signature d'un nouvel accord international sur le climat applicable à tous les pays. Objectif, maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2 degrés Celsius. Et nous restons au Bénin où les députés sont réunis en session extraordinaire depuis le 17 août. Ils devaient se prononcer sur la possible levée de l'immunité parlementaire de Barthélémy Caza. Le vote a finalement été repoussé au jeudi 20 août car l'Assemblée n'a pas pu atteindre le quorum requis avec seulement 26 députés sur les 83 que compte le Parlement national. L'ancien ministre de l'eau est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de détournement de fonds d'un projet financé par les Pays-Bas. Discours du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba à l'occasion de la fête de l'indépendance célébrée ce lundi. Dans son allocution, le président a une nouvelle fois donné les grands axes de la vision du Gabon. La paix et la stabilité, les réformes économiques ou encore l'emploi sont donc les priorités. On fait le point avec Ibrahim Ndiaye. Le président Ali Bongo Ondimba s'est adressé à la nation gabonaise ce lundi 17 août 2015 à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance. Après avoir rendu un vibrant hommage au père fondateur du Gabon, le chef de l'État gabonais a confirmé sa volonté de maintenir la paix et la stabilité dans le pays.
Son objectif, un État moderne qui permettra de garantir la souveraineté du Gabon et d'assurer l'autonomie de ses citoyens. Un regard rétrospectif et lucide sur les efforts engagés s'agissant de la diversification de notre économie et de son financement, des avancées sociales et environnementales, me permet de vous confirmer que nous sommes résolument sur la bonne voie, sur la voie d'un développement cohérent, sûr et robuste. Ainsi, la croissance économique s'est accélérée entre 2010 et 2014 pour se situer à une moyenne de 5%. Cette croissance n'aura véritablement de sens que si elle permet de créer plus d'emplois et d'aider nos populations à sortir véritablement et rapidement de la précarité et de la pauvreté. Le président gabonais a également annoncé avoir offert sa part d'héritage léguée par son père, l'ex-président Omar Bongo Ondimba, décédé en 2009, à toute la jeunesse gabonaise. D'autres biens seront également cédés à l'État gabonais à titre gracieux et permettront, entre autres, la création d'une université. Face aux trop nombreuses difficultés, accentuées par une conjoncture économique difficile, j'ai décidé, avec le plein accord de mon épouse Sylvia Bongo Ondimba et de mes enfants, j'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Car à mes yeux, nous sommes tous les héritiers d'Omar Bongo Ondimba. Cela veut concrètement dire que tous les revenus tirés de ma part d'héritage, qui me revient, seront versés à une fondation pour la jeunesse et l'éducation. Car tout le monde sait, et je le redis, que cette jeunesse était sacrée aux yeux du président Omar Bongo, cet illustre Bantou. J'annonce également, au nom des enfants d'Omar Bongo Ondimba, que nous avons décidé de céder à l'État, à titre gracieux, la propriété située Camp de Gaulle sur la voie express dans le 1er arrondissement de Libreville. Elle sera destinée à créer une université au profit de la jeunesse gabonaise. De même, nous avons décidé de céder à l'État pour le franc symbolique 2 propriétés en France ayant appartenu à Omar Bongo Ondimba. Bien que la question de la succession de l'ex-président Omar Bongo, qui a dirigé le Gabon de 1967 à son décès en 2009, ne soit pas encore juridiquement réglée, avec notamment 53 héritiers déclarés, les actifs identifiés se chiffreraient à plusieurs centaines de millions d'euros. L'UPC dépose sa candidature à la présidentielle de 2015. Le président de l'Union pour le progrès et le changement, Zéphirin Diabré, s'est rendu ce lundi dans les locaux du Conseil constitutionnel. Zéphirin Diabré devient ainsi le 3e candidat à déposer officiellement son dossier pour le scrutin du 11 octobre, après Ram Ouedraogo des écologistes et Ablassé Ouedraogo du FASO. Autrement, la date limite de dépôt est quant à elle fixée au vendredi 21 août 2015. La Côte d'Ivoire ne souhaite pas reproduire le scénario post-électoral de 2010. La société civile sensibilise ainsi la population à des élections apaisées. Une démarche qui a notamment lieu à Abobo, commune qui a été le théâtre de violences il y a 5 ans. Un reportage à Abidjan de notre correspondant Olivier Conan. Éviter une répétition de l'élection présidentielle de 2010 avec une crise post-électorale ayant fait 3000 morts. C'est l'objectif de l'ASCAD, Académie des sciences, arts et culture d'Afrique et de la diaspora. Elle veut amener la population à aller dans le sens de l'apaisement. Il est impératif que les élections soient bien organisées pour éviter les contestations violentes. La société civile doit s'impliquer pour la réussite des élections et surtout la préservation de la paix, condition pour un développement durable de la Côte d'Ivoire. Il faut aller à des élections sans violence parce qu'il faut les préparer comme il faut. Si on les prépare comme il faut, par rapport à ce qui s'est passé il y a 5 ans, on peut désarmer les cœurs, on peut évacuer le scepticisme et aller aux élections avec plus de confiance. Pour les chefs traditionnels, chefs de communauté et guides religieux, toutes les couches sociales doivent s'exprimer pour faire des propositions de sortie de crise. La sensibilisation à la paix et à la réconciliation ne sera couronnée de succès que si toutes les préoccupations sont prises en compte. La population est encore meurtrie dans son cœur. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle ne veut pas aller aux élections parce que tout simplement, elle n'a pas été considérée ni prise en charge.
cette population a encore peur. Et c'est la raison pour laquelle, sur 23 millions d'habitants, il n'y a que 6 millions d'habitants qui se sont inscrits sur la liste pour les élections. Pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire, tous les prisonniers là, que le président Alassane Ouattara les libère. Il est le père de la nation. Il est le père de tous les Ivoiriens. Si ton enfant, sur 10, sur 20, si 5 font quelque chose que tu les sanctionnes, après tu peux les pardonner. Les chefs de communauté et les responsables religieux recommandent également que les responsables des partis politiques soient sensibilisés. Les élections peuvent se dérouler sans violence s'ils acceptent le résultat des urnes. Les responsables politiques ne doivent pas appeler leurs partisans à descendre dans la rue pour contester les résultats proclamés par les autorités compétentes. Lutte contre la malnutrition au Mozambique. En plein hiver austral, les faibles pluies, la sécheresse et les températures ont largement affecté les récoltes de l'année. Les communautés de pêche se mobilisent en trouvant des alternatives pour contrer ce fléau. Elles sensibilisent ainsi la population sur leurs habitudes alimentaires. Les explications d'Emmanuel Milimono. Au Mozambique, la malnutrition chronique touche environ 43% de la population, l'un des taux les plus élevés de la sous-région, selon une enquête de l'Organisation des Nations Unies. Pourtant, dans le nord du pays, par exemple, les eaux regorgent d'énormes quantités de poissons, mais les populations riveraines sont sous-alimentées. C'est pour lutter contre ces phénomènes que le Fonds international du développement agricole, FIDA, a mis en place un programme d'assistance des populations pour l'amélioration des habitudes alimentaires à travers des aliments nutritifs et accessibles à tous. Nous avons appris à changer nos habitudes alimentaires de sorte que nous nous sommes habitués tantôt à faire des haricots et du poisson, tantôt de la bouillie ou des plats différents au cours de la semaine. Il y a une réduction de la maladie liée à la malnutrition. Le programme se base sur la formation de bénévoles. Ces derniers assistent ensuite les familles en leur proposant des recettes à concocter à forte valeur nutritive. Environ 4000 personnes ont appris de nouvelles recettes, créant de nouvelles formes locales d'inspiration culinaire. Ils partagent les idées avec leurs voisins et tout le monde en apprend un peu tous les jours. Le tout concourt à faire de la nourriture au meilleur goût avec des aliments locaux. Selon le Fonds international de développement agricole, le programme aide également les pêcheurs de la région à améliorer leurs revenus et à renforcer les méthodes de pêche. Je pêche depuis longtemps et nous avons l'habitude de prendre tout ce que nous pouvions de la mer. Avant, on utilisait des moustiquaires, mais nous ne le faisons plus maintenant. Nous avons appris de meilleures méthodes qui nous permettent même de capturer des poissons de grande valeur. Le programme d'IFIDA est en train de changer le quotidien de ces populations. La terre est riche en ressources et les communautés de pêcheurs ici apprennent à diversifier et améliorer leurs habitudes alimentaires. Tout en participant à la prospérité de la communauté, ces populations sont également outillées par le FIDA sur les moyens de lutte contre certaines maladies endémiques telles que le VIH-Sida. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.